Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bluecast, un podcast créé avec des étudiants. Pour les étudiants, avant tout, bonne année. J'espère que vos fêtes et votre blocus sont bien passés. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de la session d'examen du mois de janvier et des tips pour s'organiser tout au long du mois. Aujourd'hui, nous retrouvons Céline et Coralie qui vous avaient déjà aidé pour l'organisation de votre blocus. Céline, Coralie, bonjour et bonne année. Bonne année Nathan. Bonne année. Merci. Alors, on a parlé dans l'épisode précédent de comment organiser son blocus. On sait que c'est quand même très différent la période du blocus au mois de décembre et alors la période d'examen. Quelle est la grosse différence si ce n'est le fait qu'il y ait des examens et comment gérer ces révisions? Un facteur qu'il y a en plus dans la session d'examen, c'est le facteur stress. Quand on est en blocus, on est soi-même avec son étude. Une fois qu'on entre en période d'examen, va falloir gérer son stress, son angoisse, son anxiété, et c'est ça qui peut poser le plus de soucis. Oui, forcément, que ce soit un examen écrit ou oral, on se sent plus ou moins bien préparé. Si on se sent moins préparé, le stress monte. D'où l'importance d'avoir bien préparé son blocus. Maintenant, pas de panique avant l'heure. Même s'il y a eu un petit couac pendant le blocus, il y a toujours moyen de rattraper, notamment en prêtant attention, on le disait dans le dernier podcast aussi, en prêtant attention si on manque de temps, surtout à la structure de son cours. Avoir au moins une idée claire du contenu du cours, même si on ne maîtrise pas tous les détails, si on n'a pas eu le temps d'arriver au bout de tous les chapitres. Voilà, avoir au moins une vision globale de ce qui se trouve dans le cours, ça c'est important. Tu en parlais juste avant. Comment est-ce qu'on gère son temps pendant une session d'examen ? On le planifie. Comme pour un blocus, je pense qu'il faut le planifier. Évidemment, les impondérables, c'est le moment de l'examen. Ça, on va pas pouvoir déplacer l'heure de l'examen, c'est pas nous qui décidons. Mais donc, en fonction de ça, se dire, ben voilà, j'ai autant d'heures d'examen ce jour-là. Forcément, je dois prévoir une pause parce qu'on va pas pouvoir enchaîner et l'examen précédent avec celui qui va suivre. Et puis, on voit, ben voilà, il me reste autant de temps. Quelles vont être les priorités au moment de mes révisions? Donc ça, c'est important. C'est de planifier la session d'examen comme on a planifié le blocus. Je pense que Coralie a d'autres conseils aussi par rapport à ça. Mais par exemple, si tu as une journée où tu as un examen le matin ou même l'après-midi et puis que tu dois quand même encore gérer ton temps d'études, ben voilà moi ce que je te conseille. Quand tu te lèves, pas trop tôt parce que tu as besoin de préserver ton sommeil, disons 6 heures du matin, c'est pas mal. Tu peux commencer par revoir un petit peu ton cours. Alors, on parle pas de réétudier la globalité de ta matière, c'est impossible, mais en tout cas de relire rapidement tes fiches pour rafraîchir ta mémoire. Ensuite, tu te prépares pour aller à ton examen et à ce moment-là, prends-toi bien à temps, prépare bien tes affaires la veille. Je pense à ton matériel, éventuellement une collation, tes vêtements si tu as un oral, pour ne pas avoir à y penser au matin et comme ça, tu peux arriver sereinement à ton examen. Si maintenant tu as un examen l'après-midi, évite d'étudier intensément toute la matinée parce que ça va décharger tes batteries tout simplement. Ton cerveau aura déjà trop bossé et tu vas peut-être avoir du mal à te concentrer pendant l'examen. Ce serait bête quand même. Donc, prévois quand même un moment de détente, un moment de pause. L'idée n'est pas de réapprendre des nouvelles notions, enfin d'apprendre de nouvelles notions, mais bien entendu de réviser ce qu'on connaît déjà. Tu peux aussi, si tu le désires, arriver plus tôt à l'examen, mais ça, de nouveau, ça dépend un petit peu chacun. Ça dépend comment tu vas gérer ce temps supplémentaire. Si tu arrives à l'avance, que tu arrives cool, en te disant je vais prendre le temps de relire mes cours, je vais respirer profondément, je suis calme, pas de souci. Maintenant, si tu arrives et que ça te stresse encore plus et que ça augmente ton anxiété, ben non, arrive bien à temps pour être sûr de pas être en retard, mais n'arrive pas trop à l'avance non plus. Et Céline a très bien dit, si tu as 2 examens qui se suivent, entre les 2, prends le temps aussi de te détendre. Je sais que c'est pas facile, mais te jette pas à corps perdu dans l'étude de ton second examen. Non, prends le temps de manger un bout, prends le temps de te libérer l'esprit pour pouvoir être en pleine forme pour entamer le deuxième examen. C'est d'ailleurs pas du tout facile d'avoir 2 examens le même jour. Je pense que c'est un peu la crainte de beaucoup d'étudiants qui se demandent comment ils vont gérer. Comme l'a dit Céline, planifie, révise bien à l'avance et la veille de ces 2 examens, ça doit être un jour uniquement pour la révision pure. Pas de nouveaux apprentissages. Tu dois juste revoir ce que tu as déjà acquis. Et alors, moi, un conseil que j'aimerais bien donner, c'est si tu es plus confiant pour un examen en particulier, fais-le à la fin.
Révise d'abord le premier, comme ça tu prends le temps de le faire et tu termines avec un qui est plus facile à tes yeux. Tu termines sur une bonne note, plein de motivation, plein de confiance en toi. Tu parlais du fait, Coralie, d'arriver à l'avance à un examen, de voir, pour certains c'est stressant, pour d'autres pas du tout. Il y a la petite particularité de l'examen oral. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui vont aimer aller se pointer 1 heure à l'avance parce qu'ils voient les autres étudiants sortir, ils ont leur impression, ils ont aussi des questions. Tiens, voilà, moi le prof m'a posé ça et donc ça permet de vérifier, oui, ok, je maîtrise, oulala. Voilà, il y a des étudiants pour lesquels ça va être rassurant. Et il y en a d'autres pour lesquels ça va être complètement tétanisant. Donc, si vous savez que entendre les questions à l'avance, voir des étudiants sortir du bureau du prof, ça vous stresse, voilà, évitez ça. Comme l'a dit Coralie, arrivez toujours bien à l'avance pour un examen oral, parce qu'il n'est pas impossible que votre professeur ait un peu d'avance. Et donc, s'il doit vous attendre 10 minutes, ça risque déjà de mal commencer pour vous. Mais n'arrivez pas trop tôt si vous êtes plutôt du genre à stresser en entendant les questions qu'ont eu vos potes. D'ailleurs, comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour un examen? Très bonne question. Comment on sait qu'on a assez révisé, qu'on a assez étudié et que on n'a plus trop besoin de stresser? Alors, la meilleure manière, je pense, c'est de passer en revue tous tes sujets d'examen, de voir si tu les maîtrises et de retravailler ceux que tu connais moins bien. Pour ce faire, il y a la méthode active de faire semblant qu'on est un professeur. Et si tu arrives à réciter ton cours, à l'expliquer à quelqu'un d'autre sans couac, ben c'est déjà un bon signe. Il y a aussi la fameuse méthode de la simulation d'examen, reprendre des anciens examens du professeur et tester ses connaissances. Alors, c'est une bonne méthode. Ça te permet de voir un petit peu le format, le style de question, les priorités du professeur. Maintenant, attention, c'est pas suffisant. Parfois, il peut modifier son mode de fonctionnement. Une simulation d'examen ne couvre pas toute la matière. Donc, n'étudie pas que à travers d'anciens examens. Maintenant, une fois que tu as étudié en profondeur, bien entendu, teste tes connaissances via ces examens. Ça va te permettre vraiment de voir ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris et de pouvoir réadapter. Ce que je faisais parfois personnellement pour m'assurer que je maîtrisais, comme tu disais Nathan, c'était d'ouvrir mon syllabus au hasard. J'ouvrais une page au hasard et je voyais sur quelle partie du cours je tombais et je voyais si je savais la raccrocher à l'ensemble. Au-delà du fait de, tiens, est-ce que je connais bien ce dont on parle dans ce paragraphe, c'est est-ce que je sais ce que cette partie du cours à la page que j'ai ouverte, est-ce que je sais comment elle se raccroche aux autres, quel est le lien, le fil conducteur. Et ça, c'était rassurant de se dire, ah bah oui, c'est à ce moment-là du cours, parce qu'avant on a parlé de ça et ça, ce sont les causes de ce que je suis en train de lire. Et puis alors après, si je me souviens bien, il y a encore tel chapitre et puis le prof reparle de ça à tel moment parce que c'était important. Et ça, moi personnellement, ça me rassurait d'arriver à raccrocher une page prise au hasard à la structure du cours. Après, être prêt pour un examen, c'est pas uniquement maîtriser sa matière, c'est aussi être serein avec soi-même, voir si on se sent prêt soi-même à passer l'examen. Il faut s'interroger, se dire, ben voilà, est-ce que je suis assez calme? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut y aller? Et si jamais tu te sens hyper stressé, il y a peut-être quelques petites techniques qui peuvent t'aider. Je pense par exemple à la respiration profonde. Respirer profondément pendant plusieurs fois. Inspirer, expirer lentement. Ça va diminuer le rythme cardiaque, ça va oxygéner le sang et ça va permettre physiquement de se calmer. Et une fois que le physique est calme, ben le mental va suivre. Un autre petit truc aussi, c'est la trotteuse. Ceux qui ont encore des montres mécaniques, vous pouvez observer votre trotteuse faire un tour du cadran. Ça va vous permettre de focaliser votre attention sur autre chose, de vous vider l'esprit et par là même de vous calmer. Alors, être prêt aussi, c'est bien entendu avoir bien dormi. Je ne reviendrai jamais assez sur ce conseil d'être prêt pour l'examen parce qu'on est prêt dans son corps et en forme. Avoir bien dormi et avoir bien mangé. Aller à un examen le ventre vide, ça c'est atroce. Vous allez avoir un moment de down. Il faut que vous ayez mangé, mais à l'inverse, il ne faut pas avoir trop mangé non plus. Ne vous faites pas un gueuleton avant d'aller à l'examen écrit qui dure 3 ou 4 heures parce que là aussi, vous allez avoir un souci au niveau de la digestion et vous allez avoir l'énergie qui baisse. Donc avoir bien dormi, avoir bien mangé, être le plus serein possible, peut-être s'aérer aussi, surtout quand on sait qu'on va avoir un examen de 3 ou 4 heures, aller faire un tour à l'avance. Alors ça peut paraître tout qu'on dit comme ça, mais être passé aux toilettes avant. Parce que pour certains, non mais c'est vrai, pour certains examens, vous ne pourrez pas sortir une fois que vous serez rentré dans le local. Et il y a quand même rien de plus con que de devoir rendre sa copie après 3 quarts d'heure parce qu'on a un besoin urgent et qu'on n'a pas le choix, il faut sortir. On a parlé du avant l'examen. On a parlé de la préparation, de savoir qu'on est prêt, de comment aborder une journée avec 2 examens le même jour. Maintenant, je pense qu'il est intéressant aussi de parler du pendant.
Donc avec comment appréhender un examen écrit, un QCM, un examen oral. Mais avant ça, il y a une étape par laquelle certains étudiants passent, c'est signer un examen. Signer un examen, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'il n'y a pas de meilleures alternatives quand on ne connaît pas le cours? Signer un examen, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça remonte à l'époque, historiquement, on devait se présenter à l'examen, signer la feuille, remettre l'examen au professeur pour pouvoir avoir une note de présence. Aujourd'hui, cette signature peut se faire de manière virtuelle. Vous avez la procédure sur les sites des écoles et hautes écoles et universités. C'est important de le faire, même si, il faut le savoir, la cote est de 0/20. On n'a pas un 1/20 comme le disent les rumeurs parce que tu as signé avec ton nom. Non. Ça reste 0/20. Vous vous direz, alors c'est la même chose que si je le passais pas. Vous devez prouver que vous êtes aux études et signer votre examen pour pouvoir continuer à avoir tous vos droits en tant qu'étudiant. Surtout si vous êtes en première année de bachelier ou si vous êtes boursier, vous devez signer votre examen. Personnellement, et je pense que s'il me rejoindra, je ne vous conseille pas de le faire virtuellement. Je vous conseille d'aller à l'examen, de prendre le temps de vous asseoir et de feuilleter votre examen, de voir quelles sont les questions que pose le professeur. Comme ça, vous pourrez mieux vous préparer pour votre seconde cesse. Vous saurez quelles sont ses priorités, quels sont les types de questions qu'il aime bien. Et puisque vous êtes sur place, tant qu'on y est, pourquoi pas essayer de répondre? Même si vous savez que vous n'allez pas réussir, vous allez quand même avoir une cote et ça vous permettra de voir le niveau de difficulté, le niveau d'exigence du professeur. Et donc, ça vous enseigne pour mieux réussir votre examen de seconde cesse. Je pense que maintenant, on va vraiment pouvoir aborder la partie principale de l'examen qui est l'examen. Ici, je pense que dans la grande majorité des cas, c'est des examens écrits. Alors, dans les examens écrits, il y a avec des questions ouvertes. Et alors, il y a aussi les QCM. Est-ce que vous avez des conseils sur comment aborder un examen écrit et un QCM? Oui, très important. On va prendre le cas des questions ouvertes peut-être pour commencer. Quand vous recevez votre examen, soyez attentif. Alors c'est pas à tous les cas, mais parfois le prof va prendre la peine de lire les questions et de peut-être parfois préciser des attentes, des exigences, repréciser une notion qui est dans la question. Et donc soyez attentif avant de vous plonger à corps perdu dans l'examen. Soyez attentif à bien écouter les précisions orales que pourrait donner le professeur. Ensuite, moi je conseillerais de parcourir toutes les questions et de voir la pondération qui leur est accordée. Parce que vous allez peut-être avoir pour un examen de 3 heures 4 questions ouvertes, dont une qui vaut à elle seule le tiers ou la moitié des points. Donc c'est important de parcourir les questions avant de commencer en se disant cette question-là, il faut absolument que je la fasse parce qu'elle vaut pour beaucoup de points. Et puis ça permet aussi de se rassurer en se disant ok, à la première lecture des questions, je pense que c'est bon. Et puis vient l'analyse, question par question. Et là, ce que je conseillerais de faire, c'est vraiment une analyse poussée de la question pour être sûr d'être dans le bon, ne pas répondre hors sujet. C'est-à-dire repérer les attentes du professeur. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Est-ce qu'il me demande de définir une notion? Est-ce qu'il me demande dans la consigne d'en retracer l'évolution? Et donc, je sais que je vais devoir répondre dans une perspective chronologique. Est-ce qu'il me demande de faire une comparaison? Et donc, il s'agira pas seulement de définir chaque notion les unes après les autres, mais il faudra pouvoir les croiser. Donc, être bien attentif aux attentes. Être attentif aux contraintes. Est-ce que j'ai une contrainte d'espace? Est-ce qu'il me dit, voilà, je veux que ce soit en 30 lignes. Je sais que je vais devoir aller à l'essentiel. Ou bien, il me demande de remplir 2 pages. Ça veut dire qu'il attend un minimum de détails. Ce sont les contraintes qu'il impose. Alors, parfois, c'est pas précisé, mais vous allez voir à la place qui est laissée sous la question si vous avez le temps de vous étaler ou pas. Si vous devez vous étaler ou pas. Une fois que vous avez défini les attentes et les contraintes du professeur, il faut y aller. Il faut déterminer les grandes notions et aller faire un travail de mémoire. À ce moment-là, c'est là que votre mémoire est importante. Allez rechercher dans le syllabus tous les éléments qui collent aux notions sur lesquelles pose la question. Allez rechercher tous les éléments. Listez. Le brouillon est super important à ce moment-là. Listez les éléments qui vous semblent importants d'évoquer. Et une fois que vous avez fait cette liste, structurez votre réponse. La structure, que ce soit un examen écrit ou oral, elle est capitale. Bien sûr, le prof va vérifier que vous avez mémorisé, mais il va surtout vérifier que vous êtes capable de présenter de façon structurée une réponse, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, voyez comment vous allez agencer les différents éléments que vous avez listés, comment vous allez, s'il faut, les comparer les uns aux autres, comment vous allez faire votre évolution chronologique, je reprends ces exemples-là, et puis délimiter votre introduction
votre conclusion. Faites ça sur un brouillon avant de passer à la rédaction écrite. Ça, c'est vraiment important, c'est l'analyse de la question. À un oral, si vous avez l'occasion d'avoir un temps de préparation, votre brouillon sera votre meilleur ami. Parce que là aussi, vous allez pouvoir lister les éléments qui vous semblent indispensables de parler et vous allez pouvoir déjà faire un semblant de structure. C'est plus compliqué, évidemment, quand il n'y a pas de temps de préparation et qu'il faut répondre du tac au tac. Mais je le répète, la façon dont vous allez présenter l'information, dont vous allez la structurer, est tout aussi importante que les informations que vous allez pouvoir donner en elles-mêmes. J'aimerais quand même dire un petit truc par rapport au brouillon. On a tendance à écrire des phrases et des phrases et des phrases, des romans sur un brouillon. Eh ben, c'est une perte de temps. Un brouillon, c'est ultra nécessaire, mais il faut faire des listes. Il faut mettre des points, une structure, pas commencer à rédiger tout un livre, parce qu'après, on n'aura plus le temps de transférer ça à sa copie d'examen et on risque d'arriver au bout de l'heure sans avoir terminé son examen. Tout à fait raison. Le brouillon est capital, mais s'il est trop long, alors on perd en qualité, on perd en gain de temps. Ça, c'est certain. Et alors, comment bien répondre à un QCM ? Alors déjà, il y a 3 types de QCM. Il y a le QCM classique où il y a une seule bonne réponse possible. Le QCM a plusieurs réponses ou plusieurs réponses sont donc possibles. Et puis, il y a le QCM un petit peu filou, un petit peu sournois, avec des valeurs négatives, où le professeur peut t'enlever des points si tu coches une mauvaise réponse. Et là, alors... c'est un peu du calcul de risque. Hein. Savoir que l'on ne sait pas, c'est déjà savoir quelque chose. C'est pas faux, tout à fait. Mais disons qu'il faut quand même cocher certaines choses pour avoir des points. Donc, moi, je vous invite à réfléchir au pourcentage de sûreté que vous avez dans votre réponse. Si vous êtes plus ou moins certain que c'est ça, cochez, ça vaut la peine de tenter sa chance. Par contre, si vous n'êtes pas sûr du tout, prenez pas le risque. Parfois, il est plus avantageux de ne pas répondre à une question que de perdre des points. Je vous conseille aussi de vous familiariser à ce type de questionnaire. Si vous savez que vous allez avoir un questionnaire à choix multiples, essayez de trouver des exemples, entraînez-vous pour vous préparer à ce type de questions. Faites aussi attention à la formulation. Parfois, il y a des petites attrapes. Par exemple, on va vous demander laquelle de cette proposition n'est pas correcte. Et alors, évidemment, il ne vous faites pas avoir en disant le contraire. Et attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la préparation d'un examen à choix multiples doit être beaucoup plus précise qu'un examen pour lequel on aura des questions ouvertes. On se dit parfois, parce qu'on a des souvenirs de l'école primaire ou de l'école secondaire, oh QCM, ça va aller, parce que on a une réponse qui est vraie et les autres, elles sont tellement farfelues parfois qu'on sait facilement faire le tri. Mais comme l'a dit Coralie, de un, on peut tomber sur un QCM où il y a plusieurs réponses possibles et forcément le prof, il va parfois jouer sur les mots, sur les notions. Et donc, personnellement, je trouve que l'étude d'un cours, quand on sait qu'on va être interrogé par QCM, doit être beaucoup plus précise, beaucoup plus fouillée que quand c'est des questions ouvertes. Vraiment, faites attention à ça. Un petit truc aussi, c'est si jamais vraiment vous êtes perdu face à votre questionnaire, éliminez d'abord les réponses qui vous semblent manifestement incorrectes. Et il vous restera peut-être 2-3 possibilités et là vous pourrez vous orienter et trouver la bonne réponse. Merci, j'espère que ça va en aider plus d'un. Céline, tu as un peu abordé l'examen oral via les brouillons. Quelles sont les astuces que vous donneriez à un étudiant pour qu'il performe lors d'un examen oral ? Merci de rebondir sur l'examen oral parce que j'oubliais tout à l'heure quelque chose par rapport à la structure. Généralement, l'examen oral, il est chronométré. Le professeur a des dizaines d'étudiants à faire passer sur la journée et donc il va pas pouvoir se permettre de vous écouter parler de la matière pendant des heures et des heures. Et donc, si vous prenez la peine de faire un brouillon avec la structure de votre réponse, moi, ce que je vous conseille, c'est d'arriver devant le prof en disant « Voilà la question que vous m'avez posée, monsieur, madame, et voilà comment je compte y répondre. Je vais d'abord vous parler de ça. Ensuite, j'envisagerai telle notion. Et puis, puisque vous m'avez demandé de comparer, je reprends cet exemple-là, je croiserai les deux notions avant de conclure. Pourquoi je vous donne ce conseil ? Parce que 10 minutes, parfois, ça passe très très vite. Et donc, imaginons que vous n'ayez pas le temps de développer autant que vous l'auriez souhaité. Au moins, vous avez annoncé la structure à votre professeur avant. Et il sait, même s'il ne peut pas vous écouter plus longtemps que 10 minutes, il sait que vous aviez l'intention de parler de ça, et puis de conclure sur telle idée. La structure, elle est vraiment importante. Ça, c'est le premier conseil. Un deuxième, si vous n'avez pas de temps de préparation, c'est difficile de répondre du tac au tac. Et donc, une façon de temporiser, c'est la reformulation. Donc, si je comprends bien, monsieur, madame, vous me demandez de parler de telle notion à telle période de l'histoire. Et ça vous permet de temporiser pour avoir un semblant de structure, je l'espère pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite, un semblant de structure qui apparaît sur laquelle vous allez pouvoir rebondir. Répondre du tac au tac, c'est toujours un peu dangereux.
Je suis tout à fait d'accord. N'ayez d'ailleurs pas peur de demander au professeur de reformuler la question si vous n'êtes pas sûr de l'avoir bien comprise ou justement pour vous assurer que vous l'avez bien comprise. Évitez aussi les réponses automatiques, le par cœur. Essayez de vous approprier la matière et de la restituer en faisant des liens entre les chapitres, en nuançant certains propos. Je pense que c'est important. Le professeur sentira que vous avez vraiment intégré la matière. Après, il y a aussi tout ce qui concerne l'au-delà de la matière, le non-verbal. Essayez, bien entendu, d'être, ça me semble évident, propre sur vous, de vous être lavé, douché, d'avoir mis un peu de parfum, ça fait du bien. Mettez aussi des vêtements sobres, pas nécessaire d'être tiré à 4 épingles. Mettez des vêtements sobres dans lesquels vous vous sentez bien. Soyez confortable dans vos vêtements. Ce serait bête d'avoir la petite étiquette de la nouvelle chemise qui vous gratte dans le cou et qui vous distrait pendant votre réponse. Et d'ailleurs, je vous conseille une petite couleur que je porte d'ailleurs aujourd'hui, vous ne me voyez pas, mais c'est le rouge. Le rouge donne confiance en soi. Ou le bleu libéral. Ou le bleu libéral, ça peut fonctionner aussi, mais dans la confiance en soi, le rouge fonctionne bien. Désolé Nathan. Et alors ici, non pas pour rentrer dans une discussion sartoriale, mais est-ce que c'est vrai que venir en jogging ou quoi, on peut nous refuser l'entrée? Ou alors, est-ce qu'il faut venir tout le temps en chemise / costume Tu n'es pas obligé d'être en chemise, cravate, 3 pièces, mais il y a une certaine forme de respect quand même à avoir envers le professeur, montrer que tu t'intéresses à son examen et que tu es respectueux envers lui et venir habillé de manière tout à fait correcte et élégante. N'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça. Soit le professeur est très accessible et vous avez l'occasion de lui poser la question à la fin d'un cours. Tiens monsieur, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous avez des exigences précises par rapport à l'examen oral, ou bien si pas près du professeur, vous avez toujours bien des étudiants qui ont eu le professeur les années précédentes. Tiens, est-ce qu'avec ce prof-là, c'est important? Est-ce que tu penses que je ferais mieux de mettre mon costume? Si vous avez un doute. Mais je pense que arriver, comme l'a dit Coralie, tout simplement dans des vêtements dans lesquels on se sent bien et qui respectent l'enseignant, c'est déjà très bien en soi. Pas besoin d'être tiré à 4 épingles. Ça risque de vous mettre dans un inconfort et puis peut-être que le prof, en fait, n'en a strictement rien à cirer. Donc voilà, mais le plus simple, renseignez-vous. Il y a aussi tout le non-verbal dans un examen oral. Essayez quand même de vous tenir droit, les épaules en arrière, la tête haute, avec un petit sourire. Évitez les gestes parasites. Par exemple, vous grattez les cheveux comme Nathan vient de le faire. Ou vous grattez la barbe, chipotez à vos bagues, mettre les cheveux derrière l'oreille. Voilà, on va éviter tous ces gestes parasites. On va essayer de gagner en assurance. Et pour gagner en assurance, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, rien de tel que de s'imaginer en train de réussir son examen. Vous pouvez visualiser votre succès, vous entrez dans la salle d'examen, vous allez vous asseoir, vous avez vos questions, vous répondez hyper pertinemment au professeur qui est impressionné par votre réponse et qui vous félicite, qui vous donne 20 sur 20 carrément. Allons-y, ne soyons pas avares en points. Cela va renforcer en fait votre motivation de vous voir en train de réussir. Ça va vous positiver l'esprit, si je puis dire. Ici, tu parles de positivisme, de confiance en soi. Je pense que plus pour les examens oraux que pour les écrits, il y a le facteur stress. Et aussi le facteur stress des gens qu'on voit sortir du local avant. Comment faire pour ne pas être atteint par ce stress-là? Parce que pour certains, ils ressentent en pleurs. Comment résister à ce stress-là? On en a parlé tout à l'heure. Si vous savez que ça a tendance à vous stresser, ne vous présentez pas à l'examen oral trop tôt. Sinon, maintenant, je dirais qu'il faut rester confiant, même si c'est difficile, surtout quand c'est une première session d'examen. Un examen peut s'être malheureusement mal passé pour un de vos condisciples et puis se passera peut-être très bien pour vous. On l'a dit dans le précédent podcast, on l'a encore répété aujourd'hui, un étudiant n'est pas l'autre. Chacun arrive avec son degré de connaissance de la matière, avec une plus ou moins grande dose de confiance en lui, en elle. Faites-vous confiance et essayez. Je sais que c'est difficile parce qu'on c'est un moment stressant. On est tous passés par là. Essayez de vous dire ok, malheureusement ça s'est mal passé pour mon pote, mais il y a pas de raison que moi ça n'aille pas. Je connais ma matière. Faites-vous confiance. Voilà, je dirais que le meilleur secret c'est de se faire confiance, c'est de se dire qu'on a les ressources en soi, sans évidemment y mettre une dose de prétention et arriver devant le prof comme un super héros. Mais voilà le conseil que je donne
donnerais? Je donnerais un conseil supplémentaire, c'est d'éviter après l'examen de comparer ces questions aux réponses des autres. Enfin, ces réponses, aux réponses des autres, tout simplement parce que un étudiant n'est pas l'autre de nouveau. Vous avez peut-être pris une autre approche, mais c'est pas pour ça que votre réponse est mauvaise. Peut-être que les deux réponses sont justes, mais simplement d'un point de vue différent. Comparer vos réponses, ça va juste vous faire stresser, vous faire perdre votre confiance en vous. En plus, soit dit en passant, c'est complètement inutile. Votre examen, il est déjà passé, les dés sont jetés. Donc, comparer vos réponses ne vont pas faire que vos résultats vont changer tout d'un coup. Du coup, vous perdez du temps pour ce qui est vraiment important, c'est-à-dire préparer l'examen suivant. Merci Coralie. Et alors, juste avant d'embrayer donc sur le après-examen, sur comment appréhender un examen après un autre, une des choses, je pense, qui paraît un peu logique à dire, mais qui en fait, chaque année, il y en a quand même, c'est la tricherie. Est-ce que ça implique la tricherie à l'UNIF? Parce que en secondaire, c'est bien sympa, on triche un peu et encore, c'est assez facile de tricher et on se retrouve avec un 0 sur 20 à un terreau. C'est pas vraiment les mêmes conséquences à l'université. Alors, moi, ce qui me fait vraiment rire aujourd'hui, c'est que les jeunes postent sur les réseaux sociaux leurs techniques de triche sans aucun complexe, comme s'il s'agissait de recettes de cuisine, quoi. Moi, ça me fait rire parce que nous, à l'époque, quand on trichait, c'était un secret, fallait pas le dire. Et alors, on le confiait aux autres, on divulguait nos techniques de triche et on était un club fermé, comme ça, qui se partageait ses astuces, mais personne ne pouvait le savoir. Aujourd'hui, pof, c'est publié publiquement. Moi, ça me fait bien rire. Enfin, de toute façon, les générations se succèdent. On voit que les étudiants, malgré tout, continuent à tricher. Pourtant, tricher, c'est contre-productif, c'est inutile. Finalement, le tricheur ne trompe que lui-même. Et voilà, il va se retrouver dans une situation où plus tard, il risque de nouveau d'être en échec parce qu'il n'aura pas acquis les compétences nécessaires. Ça arrive par exemple dans les entretiens d'embauche où on interroge certains étudiants sur des matières qu'ils sont censés avoir vues pendant leur cursus et où ils se plantent lamentablement parce que tout simplement, ils n'ont pas acquis ces compétences-là. Finalement, tricher, c'est repousser l'échec à plus tard. Évidemment, il y a des raisons. On ne triche pas pour rien. Soit la matière était trop grosse, il y avait trop à étudier, on n'y est pas arrivé. Soit le temps qu'on a eu pour l'étudier était trop court. Ou alors, et ça c'est plus compliqué, certains étudiants ne voient pas l'utilité de la matière. Donc, ils trouvent que ça n'a pas de sens, c'est inutile, ils s'en désintéressent et donc ils préfèrent tricher. Mais tricher, ça a quand même des conséquences assez graves, notamment au niveau disciplinaire. Il y a de grosses sanctions. Tu peux être, tout d'abord, ton examen peut être annulé ou tu peux être carrément exclu de l'université ou exclu de ta haute école. Donc, je pense pas que le jeu en vaut la chandelle. En plus, tu perds confiance en toi, tu perds au niveau des apprentissages. Voilà, mieux vaut ne pas tricher. Même si je pense que à force de prévenir les étudiants et de les sanctionner, on va pas y arriver comme ça. Il faut juste que l'étudiant se dise oui, en fait, si j'étudie, c'est pour une bonne raison, c'est pour être évalué sur mes compétences pour l'avenir. Pour compléter ce que tu as dit, ça peut même aller plus loin parce que dans le règlement des études, en fait, il est dit que en cas de triche, on peut même être exclu de toutes les universités belges pendant une durée de 3 ans. Les conséquences ne sont pas infimes. Donc honnêtement, si vraiment vous connaissez pas votre matière, signez votre examen, quoi. Ça sert à rien de prendre le risque de tricher, même si tricher, ça peut paraître la solution, la simplicité, etc. Signez votre examen parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je pense que là, ici, on a tout dit pendant l'examen. Je vois plus ce qu'on pourrait aborder d'autres comme points. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à aborder là-dessus. Non. Alors, moi, je propose de parler de la suite. Ce qui se passe après l'examen. Par exemple, comment, si on sort d'un examen, on pensait le connaître, et en fait, on se rend compte qu'on s'est éclaté. On connaissait rien de rien. Comment rebondir pour les prochains examens? Dur parce que quand on pense avoir bien préparé et qu'on se retrouve face à la réalité des choses, forcément il faut le temps de digérer. Et donc c'est le premier conseil que je donnerais. Donnez-vous le temps d'accepter ça. En fonction des étudiants, certains vont préférer rester seuls, s'enfermer avec de la musique, regarder un film pour penser à autre chose. Dont d'autres vont avoir besoin d'être entourés, que ce soit de leur famille, de leurs potes, pouvoir décharger toute cette frustration, toute cette tristesse pour pouvoir recharger les batteries et se remettre au boulot. Donc, donnez-vous le temps, accordez-vous le temps de digérer ce qui peut être considéré comme un échec. Et puis, place à la suite. On l'a dit, on l'a redit. Un examen, c'est une session d'examen, c'est un exercice sur le long terme. Forcément, il y aura des hauts, forcément, il y aura des bas. Une fois que c'est digéré, dites-vous, voilà, je suis là, je sais que forcément, à un moment donné, je vais devoir le repasser, ça n'a pas été. Maintenant, je me reconcentre, je me replonge dans le suivant parce que peut-être que là, le succès m'attend.
Ce qui peut être aussi enrichissant, c'est de prendre un moment pour s'interroger sur ce qui n'a pas fonctionné. Se dire, tiens, est-ce que c'est parce que je m'étais mal préparée? Est-ce que parce que j'ai pas eu assez de temps pendant l'examen pour dire tout ce que j'avais envie de dire? Est-ce que j'étais trop stressée? J'ai mal géré mon stress? Voilà, savoir ce qui n'a pas fonctionné, apprendre de ses erreurs pour éviter de les refaire et développer une nouvelle stratégie pour réussir par la suite. Et dans cette optique-là, les enseignants qui vous permettent de venir voir votre copie d'examen ou de faire un retour sur l'oral, ça c'est un très très beau cadeau qu'ils vous font. De grâce, profitez de ce moment. Allez voir votre copie. C'est un moment que vous avez en tête à tête avec l'enseignant ou l'assistant si l'enseignant ne sait pas se rendre disponible et où il pourra vous expliquer. Parce que parfois, on sort de l'auditoire en sachant qu'on a raté et parfois on sort de l'auditoire en se disant ça a été et puis on se retrouve avec un 6, un 7 sur 20 et on se dit mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le fait d'aller voir l'enseignant et de dire voilà, je pensais avoir réussi. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Ça va vous permettre, comme le disait Coralie, de vous remettre en question en disant mais oui, en fait, moi j'ai défini ça, mais le prof il avait d'autres attentes. Il voulait que je mette ça en relation, il voulait que je compare et donc ça va vous permettre de vous remettre en question, de rectifier le tir pour la prochaine session. Donc un retour sur soi-même, comme l'a dit Coralie, et puis si vous en avez l'occasion, une rencontre avec l'enseignant. Et puis ne vous découragez pas trop vite. Parfois on croit qu'on a raté et en fait ce n'est pas le cas. Moi ça m'est arrivé pendant mes études, j'avais un examen oral avec un professeur horrible, un prof d'histoire, qui n'arrêtait pas de me demander des précisions sur les dates. Alors de temps en temps, je savais répondre, et puis d'autres fois, pas du tout. C'était tellement précis, des dates de naissance, de mort, des trucs de dingue. Et à la fin, il me disait même, t'as un coup de chance, t'as réussi. T'as donné une bonne réponse, mais je suis sûre que t'as tapé au pif. J'étais là, waouh. Je suis ressortie de là, j'étais dépitée, j'avais l'impression d'avoir complètement raté, peut-être d'avoir 4 sur 20. Et puis finalement, il m'avait mis 11, ce qui n'est pas si mal que ça, il y avait moyen de s'en sortir. Donc voilà, ne soyez pas trop dépités, trop défaitistes. Parfois, c'est pas la bonne impression. Merci. On l'a dit plus tôt pendant ce podcast, c'est que après un examen, on est fatigué. Un examen, ça prend énormément d'énergie. Il y a aussi énormément d'énergie qui ont été mis avant, pendant les révisions. Quand on sort d'un examen, en tout cas de mon expérience personnelle, ça sert à rien de directement se remettre à étudier un autre examen parce que c'est 3 heures d'études, 4 heures d'études qu'on va penser efficientes, qui en fait ne le sont pas du tout. Comment on gère la fatigue après un examen? Je pense que le principal, c'est déjà pas culpabiliser. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être stressé, ça fait partie du processus. Et puis, il faut prendre le temps, effectivement, comme tu le dis, de se reposer. Pourquoi pas une sieste de 20-30 minutes, ou bien une petite marche, quelques étirements, voilà, quelque chose qui te fait du bien, qui te détend, pour revenir en forme sur ton étude. Oui, là aussi, à chacun de se connaître. Pour certains, ça va être le besoin d'aller prendre l'air. Pour d'autres, ça va être le fait d'aller boire un verre avec les potes, le fait d'avoir une conversation avec les cocoteurs, avec la famille. Trouver un truc qui vous permet de relâcher la pression. Puis on ne le dira jamais assez, l'importance du sommeil. Voilà, aller dormir tôt ce soir-là pour dire de recharger vos batteries et de repartir le lendemain sur de bonnes bases pour envisager l'étude du prochain cours. Par rapport à la fatigue, il y a aussi un complément alimentaire qui peut aider, c'est le magnésium. Le magnésium vous aide à garder votre énergie de manière durable et stable. Donc voilà, n'hésitez pas à le prendre en complément alimentaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a dans le chocolat. Et dans les bananes. Écoutez, merci beaucoup, ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec vous. À tous ceux qui nous ont écoutés, bonne merde pour vos examens et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de nous donner votre avis. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Bluecast et encore une fois, bonne année.